Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et vous êtes toujours bien installés sur Radio Anthropocène en direct de Pilot pour cette 6e édition du festival à l'école de l'Anthropocène. Et pour cette prochaine demi-heure, nous allons nous interroger. Qu'est-ce qu'un espace public ? Qu'est-ce qui fonde ce qualificatif de public ? Sa forme matérielle, son accessibilité, les usages qui s'y déploient. L'intérêt pour l'espace public a une longue histoire, de l'agora des Grecs en passant par le forum latin, la place du village, la notion de Maïdan, jusqu'aux réseaux sociaux contemporains. Les formes de l'espace public ont évolué. Aujourd'hui, l'espace public est confronté à de nombreuses problématiques. Ces enjeux interrogent à la fois sa dimension matérielle ainsi que sa dimension politique et symbolique. Des mouvements citoyens y prennent place pour contester les pouvoirs en place. D'autres y revendiquent une participation croissante à la chose publique. Et les problématiques environnementales qui se font jour et qui appellent à la reconfiguration matérielle de l'espace public, à son adaptation. Îlots de fraîcheur urbain, végétalisation, intégration des acteurs plus qu'humains dans l'aménagement. Saisi par l'époque de l'Anthropocène, on pourrait dire que l'espace public déborde, qu'il s'étend, se peuple, se pluralise, pour accueillir de nouvelles entités plus qu'humaines, pour préserver et prendre soin de ce monde que nous avons en commun. Un thème riche et foisonnant, je vous le disais. Et c'est à toutes ces questions que nous allons réfléchir pour la prochaine demi-heure. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Nilufer Golay. Bonsoir Nilufer. Bonsoir François. Merci pour l'invitation. Alors Nilufer Golay, vous êtes sociologue, vous êtes directrice d'études émérite au CESPRA, à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Vos thématiques de recherche sont centrées sur l'espace public, les visibilités du religieux et les modernités multiples. Parmi vos dernières publications se trouve Musulmans au quotidien, une enquête européenne sur les controverses autour de l'islam, parue à la Découverte en 2015, ainsi que Revendiquer l'espace public avec Richard Reichmann, Yves Cohen et Sandra Logier aux éditions CNRS en 2022. Et vous dirigez actuellement le projet Agora Academy, Creative Inquiry for Public Space, un projet soutenu par la Nomis Foundation à Columbia Global Centers à Paris. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous vous recevons. Alors Nilufer, après cette longue introduction, est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus ce que c'est qu'Agora Academy ? Depuis quand existe ce projet ? Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'on y fait concrètement ? Oui, merci. Agora Academy, j'aurais pu l'appeler aussi Maïdan Academy, parce que justement, j'essaie de réfléchir un peu sur l'espace public. Bon, d'abord, comme vous l'avez bien dit, il y a tout un héritage européen aujourd'hui de l'espace public depuis la Grèce antique, Agora. C'est donc historiquement très riche et que c'est une manière de réfléchir sur nos démocraties, mais en même temps sur nos villes, la vie urbaine. Mais également, il y a d'autres aires culturelles qui ont des espaces publics, mais dans les langages des sciences sociales, on n'a pas intégré le mot Maïdan. Et c'est tout à fait intéressant de remarquer, d'observer que le mot Maïdan est entré dans notre vocabulaire avec les mouvements d'occupation à Kiev, en Ukraine, Euromaïdan. Je trouve ça comme une ironie de l'histoire, parce que c'est un mot qui est utilisé dans plusieurs continents, un mot d'origine persane et arabe, qui veut dire justement l'espace public, lieu de rassemblement, lieu de course, de cheval ou de marché, mais ça n'a pas été repris dans le vocabulaire jusqu'au mouvement d'occupation. Par ailleurs, le premier mouvement d'occupation de la place publique, déjà à Tahrir, c'est aussi un Maïdan, Tahrir Maïdan. Ensuite, à Istanbul, Taksim Meydanı, Gezi Park, c'est aussi. Donc, on utilise le mot Maïdan dans plusieurs continents, y compris les villes balkaniques. Donc, d'abord, Agora Academy veut intégrer les deux héritages pour réfléchir, pour justement élargir notre horizon de l'espace public, Agora Maïdan. Et ensuite, je dirais que les problèmes les plus importants de notre époque, aujourd'hui, on peut les poser à travers le focal de l'espace public. C'est-à-dire, comme tout le monde dit, comment vivre ensemble. Parce que si ce n'est pas la religion, l'État, la nation, d'où vient le lien social ?
On n'aime pas beaucoup, certains critiquent le mot vivre ensemble, mais on peut peut-être se déplacer et dire vivre séparés pour comprendre l'importance aujourd'hui de cet enjeu. Parce que quand on regarde justement nos villes, il y a beaucoup plus de ségrégation sociale, ce qu'on appelle les gated communities. Donc les gens ne vivent plus ensemble au niveau même des villes et surtout la cité. Le mot cité, c'est très intéressant en français parce que elle désigne à la fois la cité comme l'espace public, mais la cité des banlieues. Donc il y a vraiment un vrai problème géographique, spatial, et également au niveau aussi des normes, des valeurs qu'on essaye de se poser, comment faire en sorte qu'il y a du commun, comment créer le commun aujourd'hui dans des sociétés de plus en plus diversifiées, différentes, etc. Et justement, à partir de cette approche finalement comparative aussi, ou en tout cas cette volonté d'intégrer cette ère culturelle qu'on connaît moins finalement en Europe dans cette tradition de l'agora, qu'est-ce que nous renseigne cette notion de Maïdan dans notre appréhension de l'espace public chez nous, Européens ? Oui, mais déjà, Maïdan, avec les mouvements de Euromaïdan, ça a rappelé quand même la force d'européanité par rapport à l'Ukraine que les Européens ont découvert, ont redécouvert l'importance de l'Europe, je dirais. Donc c'est un mouvement, d'abord, Maïdan n'est pas... Bon, il y a déjà comment les habitants en revenant sur la place publique que le langage redevient important. Je veux dire, le mot Maïdan était dans la vie courante, tout le monde utilisait le mot Maïdan, mais elle n'était pas chargée de l'histoire dans ce sens-là. Donc il y a une réactivation du mot Maïdan avec les mouvements d'occupation, comme je viens de le dire, avec d'autres mouvements également. C'est un peu qui réclament leur droit à la ville. On peut dire dans le sens de Henri Lefebvre, parce que c'était contre les méga-projets. Je donne l'exemple d'Istanbul, de la Turquie. C'était justement l'installation d'un méga-projet qui voulait arracher quelques arbres. Comme il disait, quelques arbres ne peuvent pas être la vraie raison, mais c'était vraiment la vraie raison, dans un jardin public, Gezi, à Istanbul, qui était un lieu partagé, parce que jardin public, c'est un lieu partagé. Donc, si vous construisez effectivement des casernes ou un centre commercial, cela veut dire que vous asphyxiez cet espace. Donc, d'abord, cette revendication de respirer, c'est au sens littéral et métaphorique, parce qu'on a besoin de l'air, au sens de l'air, mais aussi on a besoin des libertés. Donc, le mouvement de l'occupation de Gezi, Maïdan, ils ont effectivement réactivé tous ces sens très matériels et tout en revendiquant une autre, je dirais, manière de regarder le rapport entre la société et l'environnement. Parce que les arbres étaient vraiment une vraie raison. C'était pas juste un prétexte politique. Donc, comment on peut repenser le politique et l'environnement en même temps, comme aujourd'hui c'est le sujet de l'Anthropocène. Donc, il y a un mot, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi de ces autres manières d'occuper Maïdan, espace public. Déjà, les mots, il y a des convergences, parce qu'en turc, on dit Meydana çıkmak, ça veut dire devenir visible, venir sur l'espace public, prendre sa place. Donc ça, c'est vraiment un courage de citoyenneté, se rendre visible, comme dit Hannah Arendt. Parce que si vous avez le courage de venir sur la place publique, ça veut dire un premier acte de citoyenneté. Et là, il y a tout un langage. C'est un lieu de défi. Quand vous êtes sur l'espace public, vous défiez les autres, parce que c'est comme une arène que vous rencontrez l'autre. À la fois le même et l'altérité. Je pense qu'il y a le titre qui est hyper intéressant qui capte très bien l'enjeu aujourd'hui. C'est Nicole Lapierre qui dit c'était comment faut-il se ressembler
pour s'assembler. Je pense que Maïdan nous donne une autre idée de l'action humaine, de l'agir public. C'est-à-dire, dans les mouvements sociaux, on devait se ressembler. Tandis que dans les mouvements de Maïdan, on s'assemble, on cherche à se familiariser les uns avec les autres et on invente des nouvelles manières d'être ensemble, nouvelles manières de faire société. Souvent, les gens qui se rencontrent jamais dans la vie quotidienne parce qu'ils sont séparés, ils vivent séparément, ils se rencontrent, ils se retrouvent sur la place publique. Et justement, c'est cette idée de la mixité improbable que j'appelle. On n'a pas l'habitude, qui a une source aussi de créativité sociale. Et justement, dans ce que vous nous évoquez, cet exemple de Gezi Park et de ces arbres et de cette respiration, finalement, évoque bien cette idée de l'espace public dans sa dimension à la fois physique et matérielle et à la fois de sa dimension très symbolique, affective et corporelle dont on a besoin. Je voulais savoir si finalement le projet d'Agora Academy, de cette académie de l'espace public et dans sa forme aussi, celle que vous adoptez dans les séminaires que vous organisez, c'est aussi ça, c'est aussi cette dimension à la fois sensible que vous invoquez. Et comment vous le faites, comment vous construisez finalement ce projet Agora Academy? Oui, tout à fait. Académie vient effectivement, je l'ai utilisé pour désigner ce désir de rassembler les sciences sociales, l'art, les activistes, les géographes. Donc c'est très interdisciplinaire parce que l'idée de l'espace public, avec le temps, était un peu bifurquée, je dirais, en termes de sciences sociales. Il y a des philosophes qui parlaient de l'espace public au sens symbolique, au sens de plutôt une démocratie de débat procédural, Jürgen Habermas et les autres. Et de l'autre côté, il y avait des urbanistes, des géographes qui regardaient les aspects plus, disons, matériels. Et je pense qu'il est temps justement de mettre ensemble ces aspects parce que c'est à la fois un lieu tout à fait concret, tout à fait incarné, je dirais. Il y a l'interaction, le lien social se fait dans l'espace public, mais il y a aussi les monuments, il y a tout à fait la mémoire du passé dans les statues, dans la manière dont on organise les villes. Donc il y a tout un héritage, mais aussi le présent par rapport au sensible, le partage du sensible. Donc il faut tenir compte de tous ces aspects de l'espace public sans lequel on ne peut pas effectivement réinventer, disons, une nouvelle manière de faire société, je dirais. Donc l'aspect esthétique, matériel est très important dans ce que je fais. C'est pour cela que j'ai beaucoup intégré les artistes. C'était pas évident, le dialogue entre les artistes et les gens de sciences sociales. Et maintenant, ça évolue énormément parce qu'il y a un peu l'art participatif qui ouvre des manières de penser très différemment. Demain, on va justement discuter avec Feda Varda. Je trouve qu'il a fait un travail formidable par rapport à la forêt. C'est un exemple, par exemple, Agora Academy, qui met ensemble un artiste qui a créé une cabane dans une forêt à Clichy-sous-Bois. Et c'est aussi contre l'installation des méga-projets qui détruisent donc justement la forêt. Il crée, comme il dit, une autre centralité tout à fait par les marges que je trouve très très intéressant. Et dans la même séance, il y a Gökçe Tunca qui est mon doctorante qui a travaillé sur les mouvements qui ont voulu défendre la forêt du Nord à Istanbul. Donc à la fois il y a l'action, moi je suis sociologue, la capacité d'agir des acteurs, donc, mais une autre manière d'agir que les mouvements sociaux, qui intègre l'imaginaire de la forêt dans notre manière de penser l'espace urbain. C'est pour ça le titre est Au-delà de l'urbain, parce que la littérature, c'est souvent on contient l'espace public dans l'espace urbain, et juste entre les vivants, entre les êtres humains. Et là, on est en train d'élargir
les frontières de l'espace public. Voilà Agora Academy. Et justement, si vous pouvez nous expliciter un petit peu le sens de cette rencontre, finalement, entre la cité anthropocène, le festival à l'école de l'anthropocène et ce projet Agora Academy, le lien que vous faites et essayer de comprendre comment cette époque dans laquelle nous sommes en train d'entrer, d'après vous, reconfigure ou interroge d'une manière avec un angle différent les lectures qu'on a eu l'habitude de faire sur cet espace public. Oui, je suis très contente d'avoir découvert cette école d'anthropocène et je ne pouvais pas imaginer que j'allais faire partie d'une certaine manière de cette initiative. Et pourquoi c'est hyper important? Parce que c'est un lieu d'apprentissage pour moi. Parce que la littérature, comme je dis, sur l'espace public ne nous permet pas d'aller au-delà parfois de ces frontières. Et aujourd'hui, tous ces gens qui ont créé l'Anthropocène, l'école de l'Anthropocène et comment vous dites, cité d'Anthropocène, ils ont déjà contribué énormément à cette approche de l'espace public qui s'imagine au-delà des frontières industrielles, je dirais d'abord, urbaines, et en intégrant le milieu du vivant. Donc moi, je viens aussi comme une écolière pour apprendre à l'école d'Anthropocène et créer des passerelles entre mon projet de s'interroger à partir même des controverses, des conflits de société, comme la présence destructive des musulmans dans l'espace public, à une interrogation plus inventive de l'espace public aujourd'hui dans les sociétés, disons, très diverses. Alors, vous nous avez parlé de Feda Wardak ainsi que de Gökçe Tunçel, c'est bien ça. Et vous nous avez fait part de votre désir, volonté de se faire écolière lors de ce séminaire. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres pistes de réflexion, d'éléments qui vont être potentiellement débattus à l'occasion de ce séminaire demain? Est-ce qu'on peut avoir du grain à moudre pour les auditeurs et auditrices? Oui, moi je pense que peut-être une des choses qui va traverser nos discussions, ça va être l'arbre, la forêt et la construction autour de la construction architecturale. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je dis en vrac comme ça, en lisant surtout les interventions de Feda Wardak, il se dit chercheur, architecte, chercheur, constructeur. Et je trouve que le mot recherche ou l'enquête, je dirais, nous faisons tous une enquête, à la fois les chercheurs que les artistes, que les constructeurs. Et je trouve que cette école d'Anthropocène, c'est une manière de faire une enquête sur notre présent. Cette idée de enquête, je préfère que la recherche parce que ça fait plus, ça crée peut-être, ça peut créer des intimidations. Et c'est important de comprendre comment, d'une manière expérimentale, parce que quelqu'un comme Gökçe Tunçel, une doctorante en sociologie, qui a travaillé sur les mobilisations, n'a pas rencontré une interrogation à partir de la forêt. Donc cette rencontre, c'est aussi une manière de penser ensemble, je pense. C'est pas juste ce que j'aurais souhaité demain, c'est qu'il n'y a pas que des interventions, mais des apprentissages réciproques. Moi, j'emploie le mot accommodement créatif dans l'espace public. Je pense qu'on doit apprendre des uns et des autres aussi par un accommodement créatif entre, disons, plusieurs différentes approches à l'espace public demain. Et une autre chose, je vais ajouter, mais je ne sais pas si ça va arriver demain. Chaque fois que je pense aux affaires de la société à partir de l'expérience occidentale, je compare également avec la singularité culturelle d'autres pays. Par exemple, les animaux, disons,
cohabitation, c'est un mot qui est hyper important aujourd'hui, co-citoyenneté ou cohabitation aussi avec les animaux. Bien sûr, je pense tout de suite au cas en Inde, parce que dans les rues, vous vivez avec des animaux. À Istanbul, les chats sont partout. C'est des chats publics, c'est pas des chats qui viennent des maisons. C'est des chats qui sont vraiment, occupés par les habitants de la ville. Donc il y a un autre rapport aux animaux. Bon, les animaux sauvages, c'est encore une autre question, mais je trouve que comment on change avec notre vocabulaire entre Agora et Maïdan, je pense qu'on doit aussi faire cet exercice aujourd'hui de changer d'optique par d'autres expériences historiques et culturelles. Alors justement, à ce titre, peut-être, vous parliez d'arbres, de forêts. Je voulais vous demander si c'est pas l'arbre qui cache la forêt. On voit qu'il y a un éclatement des frontières entre les disciplines. On mobilise les arts, la recherche académique. On hybride, on fait des ponts. En fait, je me demande qu'est-ce qui reste après cet éclatement et après ces frontières nouvelles qui sautent et ces retissages concernant le mot d'espace public. Une fois qu'on a accueilli toutes ces nouvelles entités, que l'espace public est débordé, qu'il intègre d'autres réalités, est-ce que finalement c'est encore un concept qui est valide ou pas ? Oui, c'est une question dérangeante parce que l'espace public signifie plusieurs choses et c'est très élastique. Justement, on essaye de donner un angle. Je peux me déplacer un peu le territoire pour faire comprendre peut-être pourquoi c'est si important. Si on se place du point de vue d'abord de l'observation sociologique et ensuite de la politique. Observation sociologique, c'est, je pense que l'image, comme pour parler comme des jeunes icônes mythiques de la modernité européenne, c'était le flâneur. Et aujourd'hui, c'est le migrant. Il y a une différence énorme. Je veux dire, le flâneur, c'est la circulation, c'est une autre manière d'expérimenter du sensible, la ville, mais c'est la mobilité. Tandis qu'aujourd'hui, le migrant, il n'y a pas cette mobilité. Donc, les frontières de l'espace public ne débordent pas pour les migrants. Les migrants sont assignés à certains lieux, cités, où donc d'aller d'un endroit à l'autre, c'est très difficile. Ou parfois, ils se trouvent entre plusieurs pays. Une fois qu'ils quittent leur pays, ils deviennent des migrants nomades. Donc, le lieu, l'appartenance, dans quel espace public ils vivent, ça devient très compliqué. Donc, l'espace public n'est pas si ouvert que ça. Le moment où on pense justement à cette ouverture transnationale et globale, mais il y a aussi, quand on se place du point de vue des rapports sociaux, sociologie, il y a ceux qui sont assignés à une cité, comme migrants, à des lieux de campement, etc. Donc, déjà, il faut savoir pour qui a cette mobilité. Du point de vue politique aussi, on peut comprendre qu'il y a beaucoup de matière à repenser à l'espace public parce qu'aujourd'hui, tous les mouvements, on peut dire, qui émergent à l'échelle globale, ce qu'on appelle les néo-populistes, au fond nationalistes, ils cherchent à aligner la communauté de la nation avec l'espace public. Donc, c'est un autre enfermement. Il n'y a pas un débordement au niveau des valeurs, justement au niveau aussi de l'immigration. Ils cherchent au contraire à retenir, à compresser, je dirais, les frontières nationales et publiques. Donc, c'est ça l'enjeu. L'enjeu est hyper important d'ouvrir ce lieu je dirais, à la citoyenneté performative et l'inventivité sociale contre cette homogénéisation verticale. Parce que l'espace public, c'est l'horizontalité qui est inventée, le lien entre les gens, l'interaction. Un mot de la fin de Nilufer. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter comme ouverture pour ce séminaire d'Agora Academy en 2-3 mots, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter comme ouverture? Qu'est-ce que vous souhaitez lors de ce séminaire? Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette rencontre? Mais justement, élargir les frontières de l'espace public au-delà des nations, au-delà aussi de l'urbain,
et au-delà du vivant. Écoutez, ça sera le mot de la fin. Un grand merci pour votre participation, Niloufer Gollet, et puis à très bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène. Je vous remercie beaucoup. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.